Bonjour, je m'appelle Prince Arnaud Adiko et je serai votre animateur aujourd'hui pour le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Maîtriser les règles du consentement. Cet avant-midi, nous avons le privilège de recevoir des invités provenant de la Commission d'accès à l'information du Québec, du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Pour assurer le bon déroulement de cette rencontre, les fonctions micro et caméra ont été désactivées pour tous les participants. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et sera déposé sur le site web du secrétariat. Vous pourrez donc le réécouter au besoin à votre rythme. Les PDF des présentations vous seront également transmis après l'événement. Veuillez noter que les interprétations et les opinions énoncées dans ce webinaire ne constituent pas un avis juridique. Dans une société où les renseignements personnels sont au cœur de l'innovation, le respect du principe de consentement est plus important que jamais. Vous souhaitez savoir comment gérer efficacement les consentements au sein de votre organisme? Vous êtes dans le bon webinaire. La rencontre d'aujourd'hui vous offrira les clés pour comprendre les enjeux liés à l'obtention d'un consentement valide et mettre en place des pratiques simples et conformes pour recueillir, gérer et documenter les consentements. Veuillez noter que les contenus présentés sont applicables et adaptables à tous les organismes publics, dont les municipalités et les organismes scolaires. Nous allons maintenant accueillir notre premier intervenant, M. Xavier Saint-Gelais. Oui, merci beaucoup, Prince Arnaud, pour la présentation et merci au secrétariat pour l'invitation. Monsieur Saint-Gelais, je vais faire votre biographie avant que vous démarriez, s'il vous plaît. Bien sûr. Monsieur Saint-Gelais est conseiller expert et coordonnateur de la recherche, de la veille et de la promotion à la direction des affaires institutionnelles, des communications et de la promotion de la Commission d'accès à l'information. Il collabore à la préparation de documents présentant les positions de la Commission et d'outils de sensibilisation destinés aux citoyennes et citoyens ainsi qu'aux organismes publics et privés. Il a coordonné l'élaboration des premières lignes directrices de la Commission sur les critères de validité du consentement. Monsieur Saint-Gelais, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors oui, je vais me charger d'une portion plus théorique de ce webinaire, puisque les ministères nous présenteront peut-être un point de vue plus pratique sur le consentement par la suite. Et donc, je vais nous aider à apprivoiser dans la première vingtaine de minutes les critères de validité du consentement. Donc, je vais concentrer ma présentation dans un premier temps sur la présentation des lignes directrices de la Commission d'accès à l'information sur les critères de validité du consentement, avant de vous donner quelques grandes lignes sur les règles du consentement qui sont tout de même complexes au Québec. Je vais poursuivre en abordant un à un les 8 critères de validité du consentement qui sont prévus dans la loi sur l'accès, avant de terminer avec quelques messages clés à la fin de la présentation. Alors, nos lignes directrices sur les critères de validité du consentement ont été émises en 2023. C'est le premier document du genre de la Commission en vertu d'une nouvelle fonction qui lui a été octroyée là, par la loi 25. Et ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle pose les balises générales du consentement dans un premier temps, puis aborde chacun des 8 critères de validité et leurs interactions, d'où l'image des pièces de casse-tête. Donc, les critères, c'est que le consentement doit être manifeste, libre, éclairé, spécifique, mais aussi granulaire, compréhensible, temporaire et distinct. Donc, j'y reviendrai dans la deuxième moitié de ma présentation. Le document des lignes directrices se trouve sur notre site web. Donc, on y retrouve notamment un sommaire en 2 pages des critères de validité que vous pouvez d'ailleurs partager à vos équipes là, dans les ministères et organismes si ça s'avère pertinent à des fins pédagogiques. Un glossaire parce qu'on a certains termes qui ne sont pas dans la loi mais qui servent d'appui. Un aperçu de l'encadrement général du consentement au Québec, quoique, à nouveau, les lignes directrices se concentrent sur les critères de validité. Quelques orientations concernant la documentation du consentement. J'y reviendrai dans quelques instants. Également, 8 sections ensuite sur les critères de validité eux-mêmes. Donc, chacune vient avec ses orientations précises. Et on termine ce document avec des exemples pratiques. On a voulu que ce soit un document parlant, axé sur le concret. Donc, il y a 40 exemples issus des secteurs publics et privés qui sont associés à chacune des orientations des lignes directrices.
Je vous en donne d'ailleurs un aperçu. Voici comment se présente ce document. Quand on n'y a pas navigué, ça mérite d'être expliqué un peu. Donc, chaque section se présente par l'énonciation du thème dans le titre. Les critères de consentement concernés sont numérotés puis sont indiqués à gauche lorsqu'il y a un lien entre les critères. On va également distinguer les bonnes pratiques des obligations par un code de couleur, ce qui vous permettra là, de savoir jusqu'où aller là, dans l'établissement de vos pratiques. Il y a également de nombreuses références qui sont présentées dans le document qui est interactif, de même que les liens vers les exemples qui sont tous situés en annexe, mais qui sont appariés là, aux orientations qu'ils concernent. Je vous précise que le document de ligne directrice a été bonifié par une consultation publique. Donc, ça peut éclairer peut-être votre compréhension de retourner à notre document de rétroaction qui revient sur les 50 contributions qu'on a reçues dans le cadre de cette consultation-là. Il y avait notamment 22 mémoires qui avaient été reçues par la commission et qui sont toujours publiques sur le site Consultation Québec dans les consultations passées. On avait donc reçu 570 commentaires aux propositions et dans le document de rétroaction, on y avait apporté une réponse en 53 thèmes. Donc, ça peut éclairer aussi la compréhension de certains des choix qui ont été faits par la commission dans la conception du document. Alors, je vais aller un peu plus dans le détail maintenant en vous présentant d'abord un portrait général des règles du consentement. Le consentement qui est en fait, il faut se le rappeler, un moyen de contrôle pour les personnes concernées. C'est sa fonction dans le régime québécois de protection des renseignements personnels. Donc, il y a plusieurs modalités de contrôle du volet informationnel, du droit à la vie privée qui sont prévues. D'une part, il y a des droits et des recours. Vous les connaissez. Dans le secteur public, il y a notamment le droit d'accès, le droit à la rectification, le droit à la portabilité qui a été ajouté récemment, les recours auprès de la commission aussi. Donc, c'est une des façons de faire valoir son contrôle sur les informations qui nous concernent. Une autre façon, en fait, c'est incarné dans les obligations de transparence qui sont les vôtres, organismes publics. Donc, l'information que vous donnez à la collecte ou dans les politiques de confidentialité notamment, elle sert aux personnes concernées à comprendre ce qui arrive avec leur renseignement personnel et éventuellement à exercer les droits et recours que j'ai évoqués ou leur consentement. C'est le principal outil de contrôle qui est donné aux personnes concernées au Québec. Et donc, c'est l'accord que les personnes vont manifester par rapport à une pratique qui implique leur renseignement personnel, généralement une utilisation ou une communication. Pour que le consentement soit valide et légitimise, rende légale finalement une pratique, les critères de validité dont je vais parler dans un instant doivent tous être respectés. Par ailleurs, le critère de nécessité, qu'on connaît notamment via l'article 64 de la loi sur l'accès, mais pas seulement, n'est pas écarté, donc on ne peut pas consentir à une pratique qui serait autrement pas nécessaire. Ces critères-là, lorsqu'ils s'appliquent tous les deux, sont cumulatifs. Alors, je vais essayer de vous donner un aperçu des moments où le consentement est requis dans les grandes lignes. Encore là, je vous réfère aux lignes directrices pour les détails et plus spécifiquement à la loi. Dans un premier temps, on peut dire qu'on a besoin d'un consentement au Québec pour l'utilisation et la communication de renseignements personnels pour une fin primaire. Ce terme-là n'est pas dans la loi. On l'a inséré dans le glossaire de nos lignes directrices pour désigner les fins qui sont celles de la collecte initiale des renseignements personnels, donc celles généralement qui sont liées à l'accès à un emploi ou à la prestation d'un service dans le contexte du secteur public. Ces fins primaires-là, donc, sont associés à l'obligation d'information de l'article 65 de la loi. Et on va à ce moment-là être capable de présumer du consentement de la personne lorsque l'obligation d'information a été dûment remplie. Donc, si vous fournissez tous les renseignements qui sont exigés par la loi et que la personne fournit ces renseignements, la législation présume que la personne est d'accord avec les finalités qui lui ont été annoncées. C'est prescrit à l'article 65.0.2 de la loi sur l'accès. On a également besoin du consentement pour toute utilisation à des fins secondaires, donc une fin autre que celle que j'ai décrite précédemment. Encore là, c'est expliqué dans notre glossaire. Donc, ce consentement-là est requis, sauf si une exception s'applique. Les exceptions en matière d'utilisation sont prévues à l'article 65.1 de la loi sur l'accès. On a de la même façon besoin d'un consentement pour toute communication à un tiers qui n'aurait pas été mentionné lors de la collecte ou à une finalité autre que celles qui ont été mentionnées lors de la collecte. Encore là, sauf si une exception légale s'applique, il y en a plusieurs qui sont disséminées à travers la loi sur l'accès. Et finalement, donc ça ne fait pas le tour de tous les cas, mais je voudrais amener celui-ci quand même sur la discussion. Donc, lors de la collecte auprès d'un mineur de moins de 14 ans, on a également besoin du consentement de son parent ou tuteur, sauf si la collecte est manifestement au bénéfice du mineur. Ça peut être des cas là, de protection de la jeunesse notamment, qui vont permettre de se prévaloir de cette exception.
Pourquoi et comment documenter le consentement? C'est une autre question qu'on aborde dans nos lignes directrices. Le consentement, c'est quelque chose qui vient légitimiser une action posée avec des renseignements personnels. Et donc, en vertu du principe de responsabilité des organismes publics qui est décrit à la loi, il peut être bon d'en garder des traces, puisque c'est quelque chose qui rend légal ce qu'on fait avec les renseignements personnels. Donc, ça va être une attestation de la robustesse des pratiques qui sont mises en place par votre organisme public s'il devait y avoir une plainte d'une personne concernée ou encore un examen de conformité par la Commission d'accès à l'information. Ainsi, il peut être pertinent de documenter deux choses. D'une part, l'obtention du consentement, mais aussi le fait qu'il était valide en vertu des 8 critères de validité dont on va parler dans un instant, au moment où il a été donc donné. Évidemment, ça peut impliquer la collecte de renseignements personnels supplémentaires, mais je rappelle à votre attention le principe de limitation de la collecte, donc de minimisation. Il ne faut pas recueillir plus de renseignements personnels que nécessaire pour la finalité de documenter le consentement. Donc, si on pense à un consentement donné à l'oral, par exemple, on veillera à ne pas enregistrer l'ensemble d'une conversation téléphonique aux seules fins de documenter un consentement. On pourrait, par exemple, plutôt activer l'enregistrement au moment où on demande le consentement de la personne concernée. Je termine cette portion plus théorique avec les critères de validité eux-mêmes en vous reproduisant une partie de l'article 53.1 de la loi sur l'accès. C'est là qu'il se trouve. On a donc 4 critères de validité fondamentaux. On nous dit qu'un consentement doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Donc, ce sont des critères qu'on connaît bien, qui étaient bien établis en droit avant même la loi 25, mais qui viennent être appuyés par 4 nouveaux critères qui sont un peu moins connus. Donc, les critères en appui, c'est le fait que le consentement doit être demandé à chacune de ses fins, en termes simples et clairs, que lorsque la demande est faite par écrit, le consentement, elle doit être présentée distinctement des autres informations données à la personne concernée. Et également, on vient nous préciser dans l'alinéa suivant que le consentement est valable seulement pour la durée nécessaire à la réalisation des fins qu'il vise. On a là donc 4 autres critères qui s'ajoutent et on nous précise au dernier alinéa, point important, qu'un consentement qui n'est pas donné conformément à la loi sur l'accès est sans effet, ce qui nous indique que chacun des 8 critères de validité du consentement est essentiel à ce que cette balise-là soit respectée. Donc, je vais les aborder un par un dans la deuxième portion de ma présentation, en commençant par le critère du consentement manifeste. Si on veut le reformuler, on peut dire qu'un consentement manifeste, c'est un consentement qui est évident, qui est donné d'une façon qui démontre réellement la volonté de la personne, donc pour lequel il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Deux modalités sont possibles pour un consentement manifeste. D'abord, on a le consentement express et le consentement implicite. Donc, le consentement express, je vous ai mis l'image de la signature, c'est celui qui est manifesté par un geste actif ou par des paroles, donc qui ne pose pas d'ambiguïté encore là, qui est univoque, qui manifeste un accord clair et puis qui est positif. Donc, la personne donne son accord. Outre la signature, il y a d'autres modalités qui permettent d'avoir un consentement express. Si on est dans une modalité numérique, le fait de cocher une case, d'appuyer sur un bouton, ce sont des modalités qui permettent d'obtenir un consentement express. Même chose si on est dans une conversation avec une personne, bien, ça peut être manifesté par un oui clair ou une déclaration. Le choix de la modalité, en fait, va dépendre de vos circonstances particulières au sein de votre ministère ou organisme public. Plusieurs facteurs vont contribuer au choix d'un consentement express, mais je vais y revenir dans un instant. Donc, je vous dis d'abord ce que c'est qu'un consentement implicite, c'est le pendant. Donc, c'est l'inverse en fait, c'est un consentement qu'on va déduire d'une autre action ou de l'inactivité de la personne. On peut penser en modalité numérique toujours aux cases précochées, dans lesquelles si la personne ne pose pas de geste pour refuser de consentir, on va supposer qu'elle est d'accord. Donc, ce sont les deux modalités qui existent pour le consentement manifeste. Donc, dans les critères qui vont nous permettre de sélectionner l'un ou l'autre, d'abord, il y aura la sensibilité des renseignements. Si on est en présence de renseignements sensibles, notamment pour une fin secondaire, il faut opter pour un consentement express. C'est prévu explicitement là, à la loi sur l'accès. Également, d'autres prescriptions légales peuvent exiger l'obtention d'un consentement express. C'est le cas notamment en matière de biométrie, tel que prévu dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, il ne peut pas y avoir de collecte de renseignements biométriques auprès d'une personne concernée sans son consentement express. Également, j'ai parlé des enjeux de documentation précédemment. Donc, si vous avez des besoins de preuves accrues qui peuvent exiger des traces plus robustes, ce serait probablement préférable d'opter pour un consentement express qui est plus facile à documenter qu'une inférence liée au consentement implicite. Également, dans le moindre cas de doute, il peut être préférable aussi d'opter pour un consentement express. Donc, vous constatez qu'en général, et c'est ce qu'on explique dans nos lignes directrices, la Commission est plutôt favorable au consentement express, mais il n'est pas souhaitable et applicable dans toutes les circonstances, notamment parce qu'il peut générer une certaine lassitude de consentement. Donc, le consentement implicite va jouer un rôle surtout quand on n'est pas en présence de renseignements sensibles et qu'on est en mesure de respecter les attentes raisonnables de la personne concernée.
et qu'il ne se présente aucun risque de préjudice grave. Donc, à ce moment-là, le consentement implicite joue un rôle important. Je passe au deuxième critère de consentement qui est celui du consentement libre. Et si on veut le reformuler, il faut que le consentement implique un vrai choix puisque c'est une modalité de contrôle de la personne concernée. Donc, il doit être donné sans contrainte, sans pression, sans influence indue. Ce que ça implique notamment, c'est qu'il soit aussi facile d'accepter que de refuser de consentir, sans quoi il pourrait y avoir une orientation indue du choix de la personne. Donc, quand on se place dans une modalité numérique, on aura un exemple dans le fait de présenter des options équitablement. Donc, j'ai choisi un exemple évidemment exagéré, mais on est tous en contact avec des bannières ou des demandes de consentement de ce type dans lesquelles il y a diverses astuces qui sont mises de l'avant, choix de couleur, taille de police, une certaine manipulation émotionnelle qui viennent un peu orienter le choix de la personne et miner le caractère libre du consentement. Donc ça, c'est vraiment à proscrire autant que possible dans nos pratiques. Également, il faut qu'il y ait une possibilité concrète là, de refuser sans s'exposer à des conséquences exagérées. Là, je parle des finalités secondaires en particulier. Les finalités primaires, en général, si on les refuse, on ne fournit pas les renseignements. C'est un peu la fin de l'histoire. Mais donc, il ne faut pas qu'on soit face à un refus de service ou d'emploi là, si on refuse de consentir à une finalité secondaire, sans quoi, évidemment, ça nous incite fortement à consentir. Il y a des contextes où c'est plus difficile, notamment le contexte de l'emploi, dans lequel il y a un certain déséquilibre entre l'employeur et les employés. La loi n'apporte pas de solution claire à ce contexte-là, mais il faut prendre le temps de bien réfléchir à la manière dont on pourrait atténuer ce déséquilibre-là, notamment des discussions avec les représentants des employés pour certains types de consentement peuvent aider là, à trouver des solutions pour diminuer la pression qui se place sur les employés au moment de consentir à des finalités secondaires. Si un consentement est libre, ça implique aussi qu'il puisse être retiré. Donc, la révocabilité du consentement, c'est une propriété importante. Ça signifie donc qu'une personne ultérieurement peut dire qu'elle n'est plus d'accord avec quelque chose qui se faisait avec ses renseignements personnels. Ça implique toutefois pas nécessairement de réécrire l'histoire. Donc, ce qui a déjà été fait avec les renseignements personnels, on ne peut pas revenir en arrière. Cela dit, à partir du moment où on prend acte du fait qu'une personne a retiré son consentement, il faut agir en conséquence, faire cesser les utilisations ou les communications qu'autorisait le consentement qui a été retiré. Ça nous amène au troisième critère qui est celui du consentement éclairé, un peu plus connu celui-là, qui s'applique en toutes sortes de matières. C'est-à-dire que le consentement doit être réellement fondé sur des connaissances appropriées. La personne doit être en mesure de vraiment comprendre la portée de ce à quoi elle dit oui, sans quoi encore là, on n'est pas face à un consentement qui est valide. Ce que ça implique principalement, c'est la fourniture d'informations au moment où la personne est appelée à consentir. Tout à l'heure, j'ai parlé du consentement présumé aux fins primaires. Donc, le législateur vient nous dire que si on respecte l'article 65 de la loi sur l'accès, dès lors, on peut considérer qu'une personne qui fournit ces renseignements est en accord avec ce qui a été annoncé. Donc, par déduction, on peut comprendre que les informations qui sont prescrites par l'article 65 permettent d'éclairer le consentement et on suggère de se fier aux mêmes informations à donner pour toute demande de consentement, même ultérieure à la collecte. Donc, ça peut se manifester notamment par une demande en plusieurs niveaux parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Ce que je veux dire par niveau, c'est que dans un premier niveau, vous pourriez avoir dans la demande de consentement directement un certain nombre de renseignements. Par exemple, quels sont les renseignements visés, à quelle fin on demande de consentir, à qui ils seront communiqués, et puis comment tout ça va se faire. Donc ça pourrait être dans un premier niveau. Et dans un second niveau, par exemple, une politique de confidentialité aisément accessible, on pourrait retrouver le reste des renseignements ou des informations là, demandées par l'article 65. Qui recueille ça, évidemment? Est-ce que les renseignements personnels sont susceptibles d'être transmis à l'extérieur du Québec? Quelles sont les informations du responsable de la protection des renseignements personnels, les droits, etc. Ce que ça implique aussi d'avoir un consentement éclairé, c'est d'utiliser des termes précis. Je reviendrai tantôt quand je parlerai du consentement compréhensible. De rendre l'information disponible ultérieurement. Je viens de dire avec le consentement libre qu'une personne doit pouvoir réviser son choix, donc retirer son consentement, et ça implique de pouvoir revenir aux éléments qui participent à la prise de décision. Et également, il y a un devoir d'assistance qui est prévu à la loi pour favoriser le caractère éclairé du consentement. Donc, vous devez mettre en place, lorsque ça s'y prête, en fait, vous devez mettre en place de la façon qui s'y prête le mieux des modalités pour que les personnes obtiennent des renseignements supplémentaires pour que leur consentement soit bel et bien éclairé. Le quatrième critère de validité du consentement, c'est le fait qu'il doit être spécifique. Autrement dit, son objet doit être bien précis et circonscrit. Ce que ça signifie, c'est que si on regarde l'univers des possibilités de ce qu'on peut faire avec des renseignements personnels, on va devoir aller délimiter tout ça par une finalité. Donc, on connaît le principe de la finalité, on est habitué de les délimiter. Il faut utiliser des termes qui sont spécifiques, qui sont précis, qui permettent justement de tracer ce périmètre d'une façon qui n'est pas floue. Donc, on évitera à ce moment-là, dans les termes de consentement, d'utiliser des termes vagues ou
exagérément large, comme tout renseignement, éventuellement, ou un terme un peu flou, comme améliorer les processus. On va viser d'être plus précis que ça pour que les personnes comprennent bien ce à quoi elles consentent. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que ce qui aura été donné comme consentement va autoriser l'utilisation ou la communication des renseignements personnels à la finalité telle que décrite, mais ce qui est à l'extérieur de la façon dont la finalité a été énoncée n'est pas autorisé. Et ainsi, si on doit utiliser les renseignements ou les communiquer à une nouvelle finalité, il faudra obtenir un nouveau consentement en toute logique. Je vais passer maintenant aux nouveaux critères de consentement qui sont un peu plus récents dans notre cadre légal, en commençant par le critère du consentement granulaire. C'est le terme qu'on a utilisé pour refléter les termes légaux demandés à chacune des fins visées. Le mot granulaire, il renvoie à l'idée qu'on puisse distinguer les parties d'une matière. Donc, si on pense à du gravier, par exemple, on peut distinguer les différentes parties là, du gravier. Quand on parle de consentement granulaire, on parle d'une manière de laisser la personne exprimer les nuances de son consentement. Ainsi, on ne peut plus demander un consentement en bloc à des finalités secondaires en faisant par exemple une liste de finalités ou de tiers et en offrant une seule modalité d'acceptation ou de refus en bloc de l'ensemble de ces finalités-là. Ça ne respecte pas le consentement granulaire. Il faut plutôt, pour être en mesure d'obtenir un consentement granulaire, distinguer chacune des finalités et leur assortir à chacune un geste de consentement. J'ai pris des exemples de consentement explicite ou express, c'est un peu plus facile à conceptualiser, mais c'est comme ça que ça devrait se manifester. Le critère suivant, c'est que le consentement doit être compréhensible. C'est directement lié à son caractère éclairé. Et donc, il faut qu'il soit présenté en des termes simples et clairs qui favorisent la compréhension de son objet ou du fait qu'un accord est sollicité. Alors, ce que ça va impliquer notamment, c'est la concision dans la rédaction des demandes de consentement. On va éviter les formulations exagérément longues. On va essayer de ramener ça à l'essentiel. Donc, c'est le principe général du langage clair. Également, la simplicité, c'est un autre mot d'ordre à suivre. Donc, on va éviter les termes exagérément légaux pour y aller vers des choses que les gens comprennent mieux en général. Également, on va viser des termes clairs et précis. Bon, puisqu'il s'agit de consentement, par exemple, on va éviter d'utiliser des termes flous et on va choisir des termes dans le champ lexical de l'acceptation. Hein. J'accepte, je consens, je suis d'accord, plutôt que je comprends ou je reconnais, par exemple. Dernière étape qui peut être importante, c'est l'adaptation au public. Donc, si on a affaire à des mineurs de plus de 14 ans, par exemple, ou alors à des personnes aînées ou vulnérables, on va devoir aussi faire un effort supplémentaire pour que notre consentement soit vraiment compréhensible. Il me reste deux critères à évoquer avec vous. Le consentement, d'abord, doit être temporaire. Donc, autrement dit, il n'est pas sans limite. Il est valable pour une durée limitée, soit celle qui est nécessaire aux fins qui sont autorisées par le consentement. Ce que ça implique, c'est qu'à une certaine date ou à l'expiration d'un délai ou à la survenance d'un événement, le consentement va expirer. Il faut être en mesure de déterminer ça dans la très grande majorité des cas. Et ce que ça va faire, ce que ça va créer, c'est une durée de validité du consentement. J'attire votre attention sur le fait que la durée de validité du consentement n'équivaut pas au délai de conservation, qui lui est géré par d'autres mécanismes, notamment un calendrier de conservation, la loi sur les archives. Donc, si un consentement vient à expirer, par exemple 5 ans après la dernière prestation de service, ça ne signifie pas qu'en vertu d'autres obligations légales, vous ne deviez pas conserver les renseignements personnels concernés, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment à évaluer au cas par cas. Mais c'est donc la fin de la validité du consentement n'est pas un synonyme automatique de leur destruction. Je termine avec le consentement distinct. Donc, un consentement distinct, lorsqu'il est présenté par écrit, ça signifie qu'il est présenté séparément de toute autre information. En modalité numérique, on peut penser que ça implique que le consentement ne soit pas impliqué, ne soit pas caché dans la politique de confidentialité ou dans les conditions d'utilisation mis à travers le reste des termes. Donc, pour vous donner un exemple plus concret, on a souvent ça dans des formulaires numériques, là, une section dans laquelle on va demander par un seul geste, une seule signature en l'occurrence, de poser plusieurs gestes. Je reconnais avoir lu la notice, je déclare que les renseignements sont complets et exacts. Le troisième point, c'est un consentement. J'accepte qu'il y ait une communication de renseignements personnels à une firme de sondage et je m'engage à aviser le ministère ou organisme de telle situation. Donc, ici, la demande de consentement du point 3 n'est pas présentée distinctement. Donc, ce qu'on va vouloir faire dans la conception de nos parcours de consentement, c'est venir extraire les situations de consentement à l'utilisation ou à la communication des renseignements personnels dans une section séparée, dans lequel il y aura expression du consentement. Puis ensuite, si on veut utiliser la modalité d'une signature pour exprimer d'autres aspects, bien, ça pourrait être fait dans une section séparée.
Alors, ça fait le tour très rapidement des 8 critères de validité du consentement. Je suis conscient qu'il y a beaucoup à dire et je vous réfère encore une fois à nos lignes directrices qui se veulent pratiques, je le rappelle. Mais je vais terminer avec quelques messages clés. D'abord, je réitère mon appel à documenter vos pratiques en vertu du principe de responsabilité. Donc, ça implique d'établir des politiques, des procédures. Je crois que les ministères qui vont suivre vont également nous parler de leur propre démarche à cet égard et de conserver, lorsque c'est pertinent, des preuves du consentement, donc du fait qu'il a été obtenu et aussi du fait qu'il était valide au moment où il a été obtenu. Deuxièmement, évaluer l'ensemble des critères de validité. Donc, une fois que vous vous êtes assuré que le consentement est requis dans une situation donnée, ce qui va demander généralement le concours de votre équipe juridique, vous devez vous assurer que les 8 critères soient respectés, sans quoi le consentement est sans effet. Donc, concevez des parcours de consentement appropriés à cette fin. Et finalement, prenez le temps de former et d'écouter votre personnel. Donc, évidemment, les modalités de consentement ne sont pas simples. On a vu par ma présentation qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte, mais il faut que tout ça, il faut que les réflexions en matière de gestion des renseignements personnels descendent vers les équipes. Donc, faites connaître vos orientations, mais aussi prenez le temps de noter les rétroactions de votre personnel qui est en contact avec les personnes concernées, qui va être en mesure de vous donner des indications pour adapter vos pratiques en continu. Alors, ça met un terme à cette première partie du webinaire. Donc, merci à nouveau pour l'invitation. Et notre site web est là si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Merci, M. Saint-Gelais, pour votre intervention très enrichissante. Accueillons maintenant M. Mathieu Denis, dont je m'en vais vous lire la biographie. Monsieur Denis œuvre comme professionnel au ministère de la Sécurité publique depuis 2016 et a intégré l'équipe de la protection des renseignements personnels en avril 2024. Dans le cadre de ses fonctions, il est responsable de divers dossiers associés à l'application de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il accompagne différentes directions du même ministère en lien notamment avec les critères de validité du consentement. Monsieur Denis, vous avez la parole. Oui, ben merci beaucoup, Prince Arnaud, pour cette introduction. Donc, bonjour tout le monde. Comme vous le savez déjà, bien sûr, mon nom est Mathieu Denis. Je suis conseiller en protection des renseignements personnels au ministère de la Sécurité publique. Dans le jargon, on va utiliser aussi le terme MSP, ce que je risque d'utiliser à quelques reprises, bien sûr, dans le cadre de cette présentation. Peut-être juste avant de commencer, là, je voudrais prendre le temps, bien sûr, de vous remercier pour votre présence en grand nombre aujourd'hui. Je pense que jusqu'à présent, on a à peu près 600 personnes, bien sûr, donc c'est quand même un grand nombre. Donc, je vous remercie beaucoup là, de votre intérêt, bien sûr, pour le webinaire. Également aussi, j'en profite pour remercier le SRIDAI de nous donner cette belle opportunité de pouvoir faire la présentation aujourd'hui. C'est sûr que ça va me faire plaisir de vous parler de notre expérience, je veux dire, concrète là, au MSP concernant l'application des critères de validité. Un peu comme Xavier l'avait mentionné, il y avait plus le volet, je veux dire, théorique. Moi, de mon côté, je vais mettre plus l'accent sur le volet peut-être pratique, là, avec des stratégies, tout ça que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Donc, le plan de match aujourd'hui, en fait, c'est ça pour vous introduire un petit peu sur qu'est-ce que c'est le ministère de la Sécurité publique. Je vais vous donner un peu le portrait global. C'est sûr, ça va être orienté plus au niveau de l'équipe de la PRP, mais quand même, juste pour vous donner un petit peu, c'est quoi notre mandat, notre mission, au niveau aussi notre structure, notre organigramme, là, tout ça. Par la suite, je vais plus parler au niveau de la contextualisation des demandes de consentement, donc quelle forme que ça peut prendre, c'est quoi les types de demandes qu'on a, c'est qui les personnes ciblées par ces demandes de consentement-là. Par après, je vais aller plus au niveau des stratégies que l'équipe de la PRP a mis en place pour, je vais dire, promouvoir l'application des critères du consentement, puis aussi de s'assurer une certaine conformité, je vais dire, uniforme là, dans nos pratiques organisationnelles. Puis, le dernier point, en fait, je vais faire part un peu des constats organisationnels, donc notre expérience un petit peu terrain, nos observations qu'on a eues au fil du temps. Ça nous a amené peut-être à avoir certains points de vigilance que je voulais aborder avec vous. C'est quelques éléments en lien avec ça. Donc, au niveau du portrait du ministère de la Sécurité publique, donc au niveau du mandat et mission organisationnelle, donc comme c'est indiqué dans la diapositive, le ministère de la Sécurité publique est responsable d'assurer la sécurité sur le territoire du Québec en prévenant et en protégeant la population québécoise. À mon avis, qu'est-ce qui est important de comprendre ici, c'est que notre ministère s'occupe de la sécurité, je veux dire, au sens large. Donc, on a plusieurs mandats qui vont couvrir plusieurs domaines d'expertise. Comme vous pouvez le voir un peu plus bas, donc on parle, exemple, des services correctionnels. Ça, c'est tout le volet des établissements de détention provinciale, des bureaux de probation, la sécurité plus civile en lien avec les personnes sinistrées notamment, sécurité incendie, affaires policières, expertise judiciaire et médico-légale. On est plus dans le cadre, d'exemple, de la médecine légale, la pathologie ou du moins des balistiques, là, tout ça.
C'est sûr que c'est différent, je veux dire, mandats qu'on a au MSP. Ça nous amène bien sûr à traiter et à consulter une panoplie de renseignements personnels qui va se faire avec le consentement ou sans le consentement des personnes concernées, dépendamment bien sûr des différents contextes. C'est un peu ça aussi que je vais vous parler avec vous tout à l'heure. Autre point à souligner, je pourrais dire au niveau du portrait du MSP, c'est l'organigramme. C'est sûr que je n'irai pas dans le détail avec vous aujourd'hui de tout l'ensemble des sous-ministériels des directions, parce que là, je pense qu'on va dépasser le 20 minutes de présentation juste avec ça. Mais je vais plutôt me centrer sur où se situe un petit peu l'équipe de la PRP dans cette hiérarchie. En gros, là, notre rôle, il faut comprendre qu'on est vraiment, que je pourrais dire, comme étant les gardiens de l'application de la loi sur l'accès et des autres lois, bien sûr, inhérentes auprès des différentes directions puis unités administratives. Contrairement peut-être à certains organismes, notre équipe est composée de 3 professionnels, mais on ne travaille pas théoriquement à titre d'avocat. En fait, c'est qu'on va travailler plutôt en collaboration avec le département des services juridiques aussi de notre côté. Il faut comprendre que l'équipe de la PRP, là, on fait partie de la direction qui s'appelle l'accès à l'information, des relations avec les citoyens puis de la gestion documentaire, qui elle-même est composée de différentes équipes. Donc oui, il y a l'équipe de la PRP, mais il y a aussi tout ce qui est le volet de l'accès à l'information qui est vraiment séparé entre PRP et accès à l'information, la gestion documentaire, le traitement des plaintes et des demandes des citoyens, puis aussi l'éthique. Au niveau, je veux dire, hiérarchique, là, notre direction elle relève du secrétaire général du MSP, qui lui relève directement du sous-ministre. Pourquoi je vous parle de ça, là, en fait, c'est juste pour vous dire que par notre emplacement hiérarchique, on a vraiment une vue d'ensemble où je pourrais dire une vision horizontale sur les différentes activités qu'il y a au sein du MSP. Ça va faciliter, là, bien sûr, grandement nos interactions avec le personnel, puis aussi, ça nous permet de mieux anticiper les besoins puis les enjeux qu'il pourrait y avoir justement au sein du MSP en matière de protection de renseignements personnels. Donc, maintenant, je vais changer de sujet. Je vais aller plus dans les différents types de demandes de consentement qu'on va traiter au sein du MSP. C'est sûr, par souci d'efficience, l'objectif, je ne vais pas vous donner l'ensemble des cas possibles au MSP. Vous comprenez que par la grandeur du ministère, il y en a quand même plusieurs, mais plutôt de vous présenter, je vais dire, dans leur globalité. Donc, maintenant, je vais décortiquer un petit peu les types de demandes qu'on peut avoir. Comment je vais faire ça? En fait, je vais vous donner quelques exemples concrets aussi pour justement vous informer par rapport à ces éléments-là. Donc, les types de demandes, bien sûr, on a, je pourrais dire, le classique, là, du moins les formulaires manuscrits, papier ou sinon électroniques, bien sûr. En fait, pour vous donner des exemples concrets par rapport à ça, notamment au niveau de la sécurité publique, ils possèdent des formulaires pour des demandes de réclamation pour les personnes sinistrées. Donc là, bien sûr, il y a une demande de consentement pour pouvoir accéder à certains éléments de leur dossier. Il y a aussi dans le cadre des évaluations du risque ou de suivi correctionnel, donc l'agent de probation peut demander le consentement de la personne contrevenante pour communiquer, exemple, auprès des personnes de référence, que ce soit des membres de la famille, que ce soit auprès des organismes avec qui, je ne sais pas, ils participent à sa réinsertion sociale, peu importe, pour faire le suivi un petit peu, je vais dire, correctionnel. À ce moment-là, bien sûr, la personne contrevenante va signer un formulaire de consentement là, pour accepter le tout. Également aussi, au niveau de l'enregistrement audiovisuel et de transcription, en fait, c'est que le MSP a mis en application une directive concernant l'enregistrement audiovisuel puis la transcription. Précisément, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est vraiment venu circonscrire les différents contextes qu'on peut capter de façon audiovisuelle. Donc, les moments à lesquels, en fait, on peut enregistrer justement une rencontre team, notamment. On a vraiment venu circonscrire ça à différents sujets pour répondre aux critères de nécessité. Tu sais, par exemple, ça peut être des formations, ça peut être des séances d'information générale. On a un petit peu là-dedans, donc c'est vraiment limité, bien sûr. Également aussi, cette directive-là met vraiment l'accent sur les règles qui sont claires là, au niveau de comment on peut obtenir le consentement là, auprès des participants pour être sûr que dans nos pratiques, on soit uniforme là, quand on procède à l'enregistrement. Sinon, un autre type de demande qu'on peut voir, là, bien sûr, au niveau des sondages, je vais dire internes ou externes. Pour donner une idée, bien, au cours de la dernière année, les affaires policières ont lancé un sondage téléphonique avec une firme externe à la population générale qui portait sur la satisfaction à l'égard de la police. Donc, c'est juste un exemple, bien sûr, on comprend que si c'est des sondages téléphoniques, on demande bien sûr le consentement. Donc, il y avait vraiment un texte clair que la firme devait justement mentionner pour pouvoir s'assurer d'avoir le consentement à ce moment-là du participant.
Sinon, au niveau des activités de recherche et évaluation de programme, activités de recherche, autre exemple, je pourrais donner, si jamais un chercheur, par exemple, voudrait aller en établissement de détention pour faire des entrevues qualitatives ou même au niveau du MSP même, si on veut faire des entrevues qualitatives auprès des personnes contrevenantes en détention, à ce moment-là, bien sûr, il y a tout un processus à mettre en place, notamment aussi un formulaire de consentement à remplir pour s'assurer que la personne consent pleinement à participer à cette activité-là. Donc, en gros, comme vous pouvez voir, il y a différents exemples comme ça qui viennent un peu démontrer que la MSP est confrontée à plusieurs cas nécessitant une bonne compréhension des critères de consentement. Surtout, comme vous pouvez voir, les personnes concernées, on voit les employés de la MSP, personnes contrevenantes, personnes victimes, personnes sinistrées, la population en général. Donc, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Puis, c'est surtout aussi de garder en tête que la MSP, par son mandat, par son statut, on collecte, on utilise, on communique bien sûr des renseignements qui peuvent être sensibles. Ce qui m'amène justement à ma prochaine diapositive. Qui est vraiment peut-être, je pourrais dire, au niveau des cas particuliers là, qui sont applicables au niveau du mandat du MSP. Comme que je viens de mentionner, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs formes de collecte ou d'utilisation de renseignements de nature sensible. Quand je parle sensible, c'est vraiment en lien, bien sûr, avec un peu ce que la loi vient mentionner, c'est-à-dire un renseignement là, qui pourrait susciter une haute atteinte à la vie privée. Les exemples que je peux donner par rapport à ça, mais juste quand on parle du laboratoire médico-légal, on comprend que dans le cadre de leur fonction, ils vont traiter des renseignements sensibles liés à leur champ d'expertise. Sinon, au niveau correctionnel, par exemple, juste au niveau des personnes victimes d'actes criminels, quand on collecte, par exemple, l'adresse de ces personnes-là, ça peut être un renseignement sensible dans ce contexte-là. On comprend que peut-être une adresse dans d'autres contextes un peu moins sensibles, mais dans un contexte qu'on veut protéger, bien sûr, les personnes victimes, c'est un renseignement qui peut être hautement sensible. Aussi, on a plusieurs autres cas qui sont associés à l'utilisation des communications sans consentement, bien sûr, qui sont autorisées par la loi. Un autre exemple que je pourrais donner par rapport à ça, on a tout ce au niveau de la loi sur le système correctionnel du Québec qui vient dire explicitement qu'il peut y avoir de la communication de renseignements sans consentement entre les services correctionnels et les corps policiers dans certains contextes précis, notamment pour venir prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions de la loi. C'est sûr qu'à tous ces cas-là, bien sûr, il y a toujours le critère de nécessité qui plane, là, ça, on le sait, là, bien sûr qu'il faut respecter. Donc, ça, c'est un élément, bien sûr, fondamental. Mais voilà, donc en gros, c'était vraiment pour donner aussi le contexte qu'on a des cas aussi plus particuliers, peut-être qui sont aussi applicables au mandat, ce qui va faire pont aussi à mon prochain sujet, là, qui est au niveau des stratégies mises en place par l'équipe de la PRP au MSP. En fait, c'est qu'en raison de la grandeur de notre ministère et de nos ressources en PRP, comme que j'ai dit tout à l'heure, on est 3 professionnels, bien sûr, qui est dans l'équipe. L'équipe de la PRP a dû rapidement se doter des stratégies pour sensibiliser puis pour rendre autonomes les secteurs dans l'application des critères de validité de consentement. En ce sens, l'une de nos devises, je pourrais dire, ça va être la protection de renseignements personnels. C'est vraiment une responsabilité partagée. Ça, c'est quelque chose qu'on martèle, là, bien sûr, au ministère, dans le sens que oui, l'équipe de la PRP, je veux dire, on est comme un peu les gardiens de cette application-là, mais d'un autre côté, c'est vraiment un travail qui doit être fait pour l'ensemble, bien sûr, du personnel. Puis pour atteindre ça, c'est sûr que c'est important, puis c'est un peu ça que je vais amener, là, les différentes stratégies, mais c'est important que ces gens-là soient informés, qu'ils soient sensibilisés, puis qu'ils comprennent bien aussi c'est quoi ces différents critères de validité du consentement. Donc, c'est sûr que là, je vais faire la présentation de nos stratégies à nous qu'on utilise, bien sûr, pour atteindre un peu ces finalités. Il faut comprendre qu'il doit, bien sûr, probablement, il doit en avoir plusieurs autres peut-être qui existent. Il y a aussi certaines stratégies, je pourrais dire, qui sont encore en développement de notre côté, mais en gros, ça fait quand même un portrait d'ensemble de tout ça. Donc, je vais commencer. En fait, la première stratégie, c'est au niveau de l'accessibilité documentaire. C'est sûr que nous, on croit en tant qu'organisation qu'il est important d'offrir un maximum de documentation sur le sujet du consentement, afin de sensibiliser et de rendre autonome, bien sûr, nos directions. Comme vous le voyez là, dans l'image de gauche, en fait, c'est notre politique ministérielle au niveau de la protection des renseignements personnels. C'est sûr que je vais dire, ça indique les principes directeurs là, au niveau de la protection des renseignements personnels au MSP au sens large, mais ça comprend aussi toute une section liée à comment s'assurer de la conformité du consentement des personnes concernés. Donc, ce document-là, ça représente vraiment notre cadre de référence qui est fondamental, là, bien sûr, pour les employés, pour la mise en application là, de tout ce qui va découler, là, je veux dire, au niveau de nos pratiques, tout ça.
Outre cette politique-là, c'est sûr qu'on va rendre accessible différents autres types d'informations. Par exemple, le guide d'accompagnement de la CAQ, qui est vraiment, je pourrais dire, là, une bible en la matière aussi, on va rendre ça accessible. On a aussi une page intranet, donc en gros, notre page Internet, là, je vais dire, à nous locale, en quelque sorte, qui va parler aussi du sujet du consentement puis d'autres sujets de la PRP. Donc, on utilise différents médiums, là, bien sûr, pour informer puis rendre accessibles des documents. Puis un peu dans cette même lignée-là, puis ça m'amène à mon prochain point, c'est au niveau de la création d'outils pratiques. Ça, c'est aussi d'autres documents, bien sûr, qu'on offre au niveau du personnel du MSP. C'est qu'en fait, c'est que pour nous, c'est important que les secteurs aient accès à des outils, je vais dire, concrets, qui soient bien vulgarisés pour faciliter la compréhension là, auprès de l'ensemble des employés qui ne travaillent pas en PRP. Parce que des fois, on prend pour acquis, OK, nous, on connaît ça, on travaille bien sûr dans le milieu, tout ça, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout à fait clair. Fait que c'est important vraiment de donner des choses concrètes, pratico-pratiques, là, pour qu'ils puissent justement mettre en application, puis faire les vérifications puis les révisions nécessaires, là, notamment au niveau, exemple, des formulaires de consentement. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on est venu développer des outils pratiques. Donc, pour nous, je pense que ça a vraiment favorisé la compréhension et l'autonomie des employés comme je disais, là, dans la création et la révision de leur formulaire. Puis, concrètement, en fait, là, pour vous donner un exemple, je ne sais pas si je pense que c'est peut-être pas si gros que ça, là, bien sûr, l'écriture, mais je vais vous expliquer un petit peu concrètement là, comment l'outil fonctionne, du moins pour cet outil-là. C'est qu'en fait, c'est qu'on recommande au secteur d'amorcer la révision de leur formulaire, donc en répondant aux différentes questions qui sont dans cet outil. En gros, les différentes questions là, sont vraiment associées aux critères de validité du consentement, puis aussi l'application des autres obligations, là, je veux dire, qui peuvent faire pont à ça. Notamment quand on parle des éléments qui doivent être inscrits par rapport à l'article 65 pour les formulaires. Sinon aussi, tout est au niveau du droit d'assistance, puis il y en a d'autres au niveau aussi de la politique, d'avoir accès à tout ça. Donc, comment c'est fait concrètement cet outil? En gros, comme vous voyez, peut-être plus ou moins, du moins avec l'écriture, mais en gros, c'est vraiment, il y a une question qui est posée. Il y a un exemple en dessous qui vient expliquer, un peu mieux vulgariser c'est quoi ces concepts-là. Tout ça, on donne une définition un peu plus vulgarisée aussi du critère ou sinon du moins de l'obligation. Par la suite, en fait, le secteur doit répondre si oui ou non cet élément-là est dans, bien sûr, leur formulaire de consentement. Si la réponse est non, en fait, on vient de dire de justifier parce que ça va nous aider un petit peu à voir pourquoi ils n'ont pas été vers ça du fait que c'est des obligations. Donc, de pouvoir travailler avec eux, bien sûr, sur le sujet. Donc, en gros, là, par la suite, quand ils ont complété ce formulaire, ils nous le transmettent le tout. Nous, on fait l'analyse du dossier, donc on prend l'outil en question, on prend aussi le formulaire de consentement, on révise ça. Puis par la suite, on va faire une rencontre avec le secteur pour faire un peu nos recommandations, regarder avec eux qu'est-ce qu'on peut optimiser, tout ça, puis pour être sûr qu'il y ait vraiment la bonne compréhension. Fait que de cette façon-là, on vient bien sûr les soutenir, donc leur offrir l'accompagnement, mais d'un autre côté, on leur laisse quand même leur autonomie là, dans la façon de faire. Également aussi, outre cet outil-là, je pourrais dire que présentement, on travaille sur la rédaction d'un guide d'application sur le consentement, mais ils sont plus spécifiques là, aux besoins du MSP. C'est sûr que le guide d'exemple d'accompagnement de la CAQ, comme je disais, que c'est vraiment une bible, il y a une panoplie d'informations, de bons exemples concrets, mais on veut faire un guide vraiment plus spécifique aussi aux besoins du MSP. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on compte faire? C'est de faire un gabarit un petit peu du formulaire de consentement. C'est sûr que quand je parle de gabarit, il faut faire attention. Là, je ne pense pas qu'il existe de baguette magique pour faire en sorte qu'on a avoir un gabarit parfait. Je pense que c'est important qu'il soit personnalisable à chaque sujet, à chaque type de demande de consentement, mais du moins pour mettre un petit peu une structure là, sur comment on peut monter un formulaire de consentement pour qu'il respecte là, bien sûr le cadre légal. Troisième point, en fait, les ateliers de sensibilisation en matière de PRP. Pour nous, c'est une stratégie, je vais dire, centrale pour nous assurer de la bonne application là, en matière de consentement. D'une part, on estime que plus qu'on est visible là, dans les différentes directions du MSP, puis plus ces directions-là vont être portées à nous interpeller lorsqu'ils vont réaliser la création d'un formulaire de consentement ou pour toute autre question en la matière, là, bien sûr, ça va au-delà, bien sûr, des formulaires. Puis aussi, cette visibilité-là, ça va nous permettre de faciliter nos communications avec les directions parce qu'ils nous connaissent, on va dire en guillemets, il y a un lien de confiance peut-être qui s'établit, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais du moins. Fait que, si jamais il y a des enjeux, il y a des inquiétudes ou quoi que ce soit, ils vont pouvoir bien sûr nous faire part rapidement de la situation. Concrètement, là, au niveau des ateliers de sensibilisation, en fait, c'est qu'on offre de notre côté différents types de présentations. On a ce qu'on appelle, je vais dire,
peut-être plus des présentations, un peu d'introduction, des formations, je veux dire, génériques là, au niveau de la PRP sur des principes fondamentaux, ces différents contextes, obligations, tout ça. On a aussi des formations plus spécifiques sur certains sujets. Également aussi, on va amorcer à compter de l'année prochaine des formations, je veux dire, éclairs et thématiques sur des sujets précis au niveau de la PRP. Puis à l'intérieur de celui-ci, comme dans tous les types de formations, là, bien sûr qu'on offre, il y a toujours le volet au niveau du consentement, donc les règles d'application au niveau du consentement aussi qui est abordé. Pour nous, le fait de faire des formations éclairs d'environ peut-être justement une vingtaine de minutes, trentaine de minutes seulement, mais ça va permettre peut-être probablement d'avoir une plus grande participation aussi à ces formations-là pour venir encore une fois sensibiliser bien sûr les secteurs d'activité. Disponibilité et proactivité de l'équipe de la PRP, donc, pardonnez-moi, donc c'est la 4e stratégie, je pourrais dire. Donc, malgré le fait qu'on connaît une petite équipe là, pour la grandeur du ministère, c'est sûr qu'on se fait le devoir de nous rendre le plus possible disponible pour offrir de l'accompagnement puis du soutien aux directions du MSP. Par contre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il en demeure pas moins que la protection des renseignements personnels, c'est vraiment une responsabilité partagée au sein du ministère. Donc, ici, c'est vraiment important qu'il y ait un travail de collaboration avec l'équipe avec les différentes équipes du MSP pour les impliquer et les soutenir dans le respect des obligations légales en matière de consentement, tout en leur donnant bien sûr des outils nécessaires pour qu'ils puissent développer leur autonomie en la matière. Je pense que ce que je pourrais dire par là, c'est vraiment de trouver le juste équilibre. On ne veut pas être ceux qui sont trop achalants. De l'autre côté, il faut être là bien sûr pour les soutenir, pour les aider, pour les laisser de la place aussi pour avoir leur propre autonomie aussi dans l'application des différentes obligations. Dernière stratégie, j'aurais à mentionner, c'est au niveau de la révision des formulaires de consentement. En fait, c'est que concrètement, c'est qu'on a amorcé une révision, là, je pourrais dire, des différents formulaires qui sont accessibles, là, je pourrais dire, au niveau du MSP en matière de consentement. Concrètement, c'est qu'on a demandé à nos différentes directions de recenser puis de nous transmettre l'ensemble de leurs formulaires de consentement vierge, que ce soit manuscrit ou sinon électronique. Par la suite, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on procède à la révision systématique de l'ensemble des documents, puis on va transmettre on transmet aux directions un avis de conformité dans laquelle on peut émettre au besoin des recommandations pour optimiser, bien sûr, leur pratique, pour optimiser les formulaires de consentement. Puis si jamais on voit qu'il y a de quoi de majeur qui accroche, aussi c'est ce moment-là aussi de venir le nommer pour rectifier le tout rapidement. À notre avis, c'est une stratégie, bien sûr, qui nous permet non seulement d'avoir une vue d'ensemble sur les dossiers qui nécessitent le consentement, mais aussi d'assurer que l'ensemble de ces documents respectent les différents critères de validité. Pour vous donner un petit exemple peut-être concret, comment ça ressemble notre avis de conformité, encore une fois, ça doit être quand même petit, mais en gros, bien sûr, c'est qu'on vient identifier un peu les renseignements généraux au niveau du formulaire, c'est qui les directions impliquées, c'est quoi les sujets, les finalités primaires, secondaires qui sont liées, etc. Puis par la suite, on vient un petit peu cocher sur est-ce qu'on répond aux critères ou non, que ce soit les critères, je veux dire, fondamentaux, les critères complémentaires liés au consentement, puis aussi tout ce que c'est les autres obligations, je veux dire, relatives au consentement, comme je disais tout à l'heure, exemple, l'article 65 pour les formulaires, que ce soit au niveau du droit d'assistance, etc. Donc, on vient vraiment un petit peu cocher une checklist un petit peu pour s'assurer que tu sois conforme. Puis si on voit qu'il y a de quoi qui accroche, comme que je disais tout à l'heure, on vient l'expliquer aussi. Puis également, on va faire des recommandations pour optimiser nos outils. Maintenant, donc, comme dernier point en fait de ma présentation aujourd'hui, je vais aller en rafale un peu sur nos constats organisationnels. C'est vraiment ici, là, je pourrais dire, des points de vigilance à garder en tête quand on crée ou qu'on révise, bien sûr, des formulaires de consentement. Donc, c'est vraiment basé, je pourrais dire, sur nos expériences. C'est juste des petits points, peut-être, des petits points de sensibilisation. Donc, au niveau du premier point, en fait, détermination des contextes nécessitant ou non le consentement. En fait, avant toute communication ou utilisation de renseignements personnels, c'est sûr qu'il faut s'assurer à la base que notre consentement obtenu couvre le tout. Sinon, il faut s'assurer que les dispositions dans la loi permettent une communication ou une utilisation sans consentement. Dans le cas contraire ou même dans le doute, c'est sûr qu'il faut éviter en fait, il faut s'abstenir, je pourrais dire, de communiquer ou d'utiliser des renseignements. Dans un contexte du ministère de la Sécurité publique, des fois, il peut y avoir des questionnements à ce niveau-là. C'est là que l'importance aussi de prendre le pas de recul, de bien analyser le dossier pour s'assurer est-ce qu'on est conforme ou non dans nos pratiques. Autre point au niveau de l'élasticité, pardonnez-moi, du critère de nécessité. En fait, comme on a déjà parlé, même Xavier l'a mentionné tout à l'heure aussi,
c'est important aussi de garder en tête que oui, il y a le consentement, mais avant même du consentement, il faut s'assurer que le critère de nécessité soit respecté. Puis c'est important aussi de faire la distinction entre ce qui est nécessaire de collecter versus ce qui est facilitant d'un point de vue organisationnel. Puis ça, peu importe bien sûr si on a le consentement. Par exemple, si on dit qu'on désire d'avoir des renseignements parce que ça pourrait être intéressant pour des recherches futures ou pour, je ne sais pas moi, pour des besoins futurs sans même pas savoir trop c'est quoi, mais c'est clair que on ne répond pas aux critères de nécessité et donc on ne devrait même pas aller de l'avant à demander le consentement dans ce contexte-là. Autre point, donc, libre choix dans un contexte de contrainte. En fait, je pourrais dire, c'est un point peut-être un petit peu plus philosophique que les précédents. En fait, je fais ici référence au principe du consentement que je vais qualifier un peu d'obligatoire, dans le sens que s'il y a une absence de consentement, bien, la personne concernée n'aura pas accès au service en question. Donc, il est un petit peu, je vais dire en guillemets, peut-être mal pris là, par rapport à ça. Pour vous donner un exemple, des personnes sinistrées qui doivent absolument consentir à certains éléments de vérification au dossier s'ils souhaitent que la direction qui est concernée là, puisse évaluer la demande, d'exemple, de dédommagement. Mais c'est un exemple que si tu vas avoir le service, tu n'as comme pas vraiment le choix, bien sûr, de donner le consentement. Fait que c'est sûr que ça, c'est un point qu'on a observé. Également aussi, ça également au niveau des avis aussi, on en avait fait référence, mais tout ce qui est la distinction entre la période de validation du consentement et le calendrier de conservation. Donc, quand on parle de période de validité du consentement, mais ça peut être lié à un délai, exemple une période de 6 mois, 3 ans, peu importe, ou à un événement. Toutefois, il y a tout ce qui est la notion, je veux dire, du calendrier de conservation en lien avec la loi, notamment des archives qui s'appliquent, puis qui peut parfois, des fois, amener à une certaine confusion là, quand on rédige la rédaction d'un formulaire. C'est sûr que ça aussi, c'est un point qu'on vient sensibiliser, là, bien sûr, les secteurs sur cette différence entre les deux, nécessairement. Puis, en fait, dernier point, au niveau de l'application du principe de granularité, ça aussi, c'est un point, je pense qu'il faut venir, bien sûr, expliquer de temps en temps, venir sensibiliser sur le fait qu'il faut bien diviser toute demande usée d'utilisation d'une communication secondaire en distinguant bien le contenu du reste, en donnant une réelle liberté de choisir. Ça aussi, c'est un élément, là, bien sûr, qu'on pourrait dire comme point de vigilance. Donc, en conclusion, là, pour conclure, en fait, l'accessibilité, je voudrais essayer une phrase clé, là, je peux peut-être à retenir là, de cette présentation-là, mais en fait, c'est l'accessibilité, la vulgarisation, puis la sensibilisation, je veux dire, proactive, sont des stratégies pour assurer l'application et l'intégration des critères de consentement au sein des pratiques organisationnelles. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça a fait le tour. Également, j'en profite pour souhaiter un joyeux temps des fêtes. Merci, M. Denis, pour cette belle présentation. Nous allons maintenant laisser la place à nos deux derniers invités en provenance du MIFI, M. Sébastien Laberge et Mme Virginie Rodriguez. Je vais vous partager brièvement la biographie de nos deux invités. Je vais commencer par M. Laberge. Depuis près de 5 ans, il travaille à la direction de l'accès à l'information et de la gestion des plaintes du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, où il agit comme conseiller polyvalent en accès à l'information, protection des renseignements personnels et gestion des plaintes. Il a également assuré l'intérim du poste de responsable adjoint à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels pendant 18 mois. Madame Rodriguez œuvre également au sein de cette direction depuis 3 ans. Elle occupe le poste de conseillère stratégique en protection des renseignements personnels et en gestion des plaintes. Monsieur Laberge et Madame Rodriguez, vous pouvez y aller. Merci pour l'introduction. Donc, bonjour à tous. On va rentrer directement dans le sujet. Donc, pour faire suite aux présentations de nos collègues, nous parlerons également d'un consentement valide et des défis auxquels nous avons été confrontés. Donc, pour commencer, nous introduirons brièvement notre ministère et les défis qu'on a rencontrés. On poursuivra avec un survol de nos gabarits et outils pratico-pratiques que nous avons élaborés au sein de notre ministère, avec une présentation partielle pour un de ceux-ci. Puis, nous terminerons avec la présentation de 2 cas pratiques dans l'élaboration de consentement valide. On a le service Accompagnement Québec et le service d'interprétariat. On a les demandes de sélection temporaire pour études en ligne avec le consentement de personnes mineures. Donc, on va débuter avec un bref survol de notre ministère. Donc, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration est composé de 4 secteurs principaux. On a donc le secteur immigration qui intègre l'ensemble des processus d'immigration,
de la planification jusqu'aux opérations, en passant par les politiques et les programmes qui sont affiliés. On a Francisation Québec, qui est la porte d'entrée unique pour tous les services d'apprentissage du français qui sont offerts au gouvernement. On a le secteur intégration et réseau régional qui assure la gestion des politiques et programmes qui sont liés à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes. Puis, on a le secteur gouvernance numérique et informationnelle qui accompagne l'organisation dans la réalisation de sa mission, donc notamment là, en lien avec la gouvernance de projet et la transformation numérique. Donc, compte tenu de la diversité des secteurs et des services qui sont offerts par le ministère, donc aux personnes citoyennes, aux personnes immigrantes, aux entreprises, nous avons rencontré divers défis dans l'élaboration de consentements valides. Un premier défi, c'est qu'on considère que le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne s'applique à certaines de nos activités, particulièrement dans le cadre de notre offre de services à des personnes qui résident sur le territoire de l'Union européenne qui désirent immigrer ici. Donc, des ajustements ont donc été nécessaires pour informer ces personnes des droits qui leur sont conférés par ce règlement. Un autre exemple, dans le cadre de certains programmes, nous devons obtenir des renseignements de personnes mineures. Dans ces cas, il faut effectuer certaines validations, notamment auprès de qui est-ce qu'on effectue la collecte. Et ensuite de ça, également, l'âge de la personne mineure et le consentement du titulaire de l'autorité parentale. Est-ce que c'est nécessaire ou non? Également, comme décrit plus tôt dans le survol de notre ministère, on a la gestion quand même d'une grande variété de programmes et services qui sont offerts par divers organismes et par le ministère. Nous avons donc dû élaborer des outils qui peuvent s'adapter à cette diversité d'activités-là, tout en visant à garder un certain niveau d'uniformité pour les consentements au sein de notre ministère. Puis finalement, avec les modifications qui sont effectuées à la Charte de la langue française et donc l'obligation d'exemplarité de l'État, des réflexions ont dû avoir lieu concernant la nécessité de traduire certains consentements pour qu'ils soient valides. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre présentation sur les outils pratico-pratiques. Merci Sébastien. Donc, pardon. Alors, je vous dirais que depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est vraiment, comme l'a mentionné Mathieu, le principe de responsabilité partagée en protection des renseignements personnels qui a guidé notre action. En effet, dans les dernières années, en fait, on a vraiment concentré nos efforts sur l'élaboration et la mise en place de gabarits et d'outils pratico-pratiques. En fait, notre objectif est très simple. On veut outiller et soutenir au quotidien nos collègues de façon très, très concrète dans la réalisation de leurs initiatives qui impliquent des renseignements personnels. Donc, ce qu'on vous propose dans les prochaines diapositives, c'est vraiment de passer en revue les outils pour lesquels une attention particulière est portée sur les mesures à prendre justement pour s'assurer d'un consentement valide. Je vous dirais qu'à cet égard, l'une de nos principales contributions auprès de nos collègues, c'est de réussir à les faire cheminer sur le fait que le consentement, ça ne se résume pas simplement à obtenir un oui ou un non de la part de la personne concernée, mais plutôt que cela implique une multitude de critères auxquels se conformer. Donc, je vais commencer par vous présenter à très, très grands traits notre gabarit de section sur la protection des renseignements personnels, donc gabarit de section PRP. Cet outil est au cœur de notre stratégie visant justement à nous assurer du respect du principe de consentement. Puis par la suite, Sébastien, en fait, vous parlera sommairement de 3 autres outils connexes. Donc, le gabarit de section PRP est un outil de référence qui vise à outiller notre personnel afin qu'en premier lieu, nous nous assurions de respecter le principe de transparence. En effet, celui-ci vient encadrer les informations qui doivent être communiquées aux personnes concernées au moment de la collecte. En deuxième lieu, il vise à s'assurer que s'il est prévu d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à d'autres fins que pour la fourniture de services, lorsqu'applicable, un consentement valide soit obtenu. Enfin, il a pour but de veiller à ce qu'il y ait une certaine uniformité au niveau de la section PRP de nos formulaires de collecte. Et ce que ce soit, peu importe des formulaires PDF ou bien des formulaires web. D'ailleurs, nous profitons de notre exercice de mise en conformité de nos politiques de confidentialité justement pour y intégrer des passages tels quels de notre gabarit. Donc, passons à présent à la présentation de cet outil. Alors, ne soyez pas surpris. Un petit peu comme Mathieu, là, c'est voulu, là, c'est pas forcément visible le contenu des prochaines slides, en fait, des prochaines diapositives. C'est vraiment voulu. En fait, le but ici, ce n'est pas du tout de vous le présenter en détail, mais plutôt de vous expliquer comment nous avons structuré notre démarche.
Alors, pour le moment, comme vous pouvez le voir, cet outil se présente sous la forme d'un document Word qui est statique. Dans les prochains mois, ce qui est prévu de faire, c'est justement que nous le convertissions en formulaire dynamique. Donc, à terme, notre personnel aura simplement à répondre à des questions filtres très simples pour que seuls les blocs qui trouvent application s'affichent. En fait, l'objectif de convertir le gabarit en formulaire dynamique, c'est principalement pour éviter que les utilisateurs soient tentés d'être en mode autopilote et se contentent simplement de répliquer le contenu sans même se poser de questions. Ça serait carrément contraire à un consentement spécifique, en fait. Donc, revenons à la présentation de ce gabarit. Donc, ce document se divise en 3 parties. La première partie a pour objectif d'expliquer sa portée et de vulgariser le contexte légal dans lequel il s'inscrit. La deuxième partie constitue le gabarit de section PRP en tant que tel. Tout le contenu générique, c'est-à-dire réplicable d'un formulaire à l'autre, est préformaté. Les sections modulables sont identifiées en italique, appuyées par des instructions à suivre entre crochets. Dans la marge aussi, nous avons indiqué des commentaires pour attirer l'attention du lecteur justement sur les éléments super importants à considérer au moment de la rédaction de la section PRP. Nous avons structuré le contenu du gabarit aussi de sorte à dissocier les modalités applicables à une demande de renseignement personnel obligatoire à celles qui sont applicables à une demande de renseignement personnel facultatif. Bien évidemment, on a aussi veillé à intégrer des blocs portant sur la collecte de renseignements personnels auprès d'une personne mineure de moins de 14 ans. Passons maintenant à la troisième partie du document. Donc, c'est la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, je vous dirais. Il s'agit de la liste de vérification de validité du consentement. Celle-ci est largement inspirée des lignes directrices dont nous a parlé Xavier un petit peu plus tôt. Donc, dans le gabarit de section PRP, il est précisé que pour chaque utilisation ou communication de renseignements personnels à des fins secondaires, cette liste doit être complétée. Donc, bien sûr, à moins qu'une exception prévue par la loi permette que cet usage puisse se faire sans consentement ou qu'il n'en soit pas possible autrement, bien sûr. En ce qui a trait à la collecte auprès des personnes mineures de moins de 14 ans, un commentaire renvoie également vers cette liste à compléter. Donc, comme nous l'a mentionné un petit peu plus tôt en introduction, Sébastien, dans nos réflexions, nous avons eu à composer avec l'application du RGPD qui vise une partie de notre clientèle. Donc, ce règlement européen prévoit des obligations supérieures à la loi sur l'accès quant aux informations fournies au moment de la collecte. Donc, dans une première mouture du gabarit PRP, ce que nous avions fait, nous avions ajouté des mentions spécifiques à intégrer seulement au formulaire dont les personnes qui les remplissent peuvent se trouver sur le territoire de l'Union européenne. Toutefois, après une bonne lecture du règlement, mais on était content d'apprendre que le paragraphe 4 de l'article 13 du RGPD prévoit que dans la mesure où la personne concernée dispose déjà de ces informations, il n'est pas obligatoire de l'en informer au moment de la collecte. Donc, dans cette ligne de pensée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu notre gabarit pour le simplifier. Puis, on a simplement fait en sorte d'intégrer une mention à l'égard que la personne concernée peut vraiment se référer à notre inventaire des renseignements, des fichiers de renseignements personnels. Donc, ainsi, comme l'exige le RGPD, celle-ci est en mesure d'y retrouver l'information relative à la base juridique sur laquelle le traitement de renseignements personnels s'effectue, ainsi que la durée de leur conservation. Dans la même veine, la personne concernée est invitée à consulter notre cadre de gouvernance à l'égard des renseignements personnels pour en connaître davantage justement quant aux risques, règles, garanties et droits associés au traitement de ces renseignements personnels. Donc, cette formule englobante a fait en sorte que justement, on n'a plus besoin de distinguer les personnes résidant sur le territoire de l'Union européenne du reste de la clientèle. Donc, c'était vraiment super parce que ça nous facilite grandement la vie au final. Donc, toujours animé par la volonté de rendre accessibles des concepts complexes pour lesquels le personnel n'est pas toujours familier, nous avons développé et déployé d'autres gabarits et d'outils de protection des renseignements personnels. Certains d'entre eux font explicitement référence au principe de consentement valide, mais ce n'est pas leur vocation principale, donc on va les passer un peu plus en rafale. Donc, le premier, commençons par l'outil de validation du respect des mesures de protection des renseignements personnels lors de la réalisation de projets de sondage, d'études, de recherche ou de production de statistiques. Donc, l'idée derrière cet outil-là, c'est de permettre aux membres du personnel qui sont amenés à travailler sur des projets de ce type d'études, de recherche, production statistique, qui puissent par eux-mêmes s'assurer en quelques étapes que leur projet s'effectue en conformité avec les dispositions de la loi sur l'accès.
Outre le fait que nous retrouvons les principales notions théoriques et qu'il renvoie vers le gabarit de section PRP qu'on vient juste de voir, il y a également un exemple d'invitation à participer à un sondage qui intègre l'ensemble des critères de validité d'un consentement directement dans le document. Dans notre document présentant les règles encadrant l'enregistrement audiovisuel de formation et de présentation interne destinées au personnel, il y a une section qui est dédiée là, aux règles à appliquer avant, pendant et après l'enregistrement. On présente aussi notamment là, des consignes à communiquer aux participants avant de lancer l'enregistrement pour éviter que des renseignements personnels soient collectés, notamment comme la voix et l'image des participants. Puis également prévu d'aviser ces derniers que s'ils ouvrent leur micro ou leur caméra, ce sera considéré comme un consentement implicite. Le document fait également référence au gabarit consentement à l'enregistrement audiovisuel à des fins de formation qui doit être rempli et signé par la personne formatrice, donc l'employé du ministère là, qui dispense la formation. Puis, plus récemment, nous avons travaillé sur la grille d'analyse de conformité légale dans le cadre d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour les projets là, de système d'information de prestation de services qui impliquent des renseignements personnels. Cet outil reprend les obligations légales de la loi qui sont à respecter pour que le projet soit conforme. Afin de guider nos collègues, les obligations sont reprises article par article, mais les dispositions sont tournées sous forme de questions pour que le personnel puisse le remplir. Puis, plusieurs de ces questions portent évidemment sur le consentement. Donc, lorsque l'usage prévu là, des renseignements personnels ne peut s'effectuer que sur la base du consentement, les questions pointent vers le gabarit de section PRP qui a été présenté précédemment et la liste de vérification là, de validité du consentement qui a été présentée pour qu'elle soit remplie. Donc, voyons maintenant deux cas pratiques. Donc, sur la validité du consentement, le premier porte sur le consentement au service d'interprétariat, puis le deuxième portera là, sur le consentement de collecte de renseignements personnels sur des personnes mineures. Merci Sébastien. Donc, je vais vous parler d'un cas super intéressant pour lequel nous avons eu non seulement à composer avec les critères de validité de consentement, mais également avec le devoir d'exemplarité de l'État. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre ministère offre un service d'accompagnement pour faciliter l'installation et l'intégration au Québec des personnes qui ont déjà un statut d'immigration. Donc, ce service, il est offert depuis l'étranger, par exemple, pour diriger les personnes vers les cours de français dans le pays où elles se situent. Et dès l'arrivée au Québec, afin notamment d'accompagner ces personnes-là dans l'évaluation de leurs besoins et préparer avec elles un plan d'action individualisé. Si la personne cliente ne parle pas couramment le français, ben, ça se pourrait que l'agent d'aide à l'intégration qui est assigné à son dossier ne soit pas en mesure de communiquer avec elle. Donc, ainsi, un consentement est sollicité afin d'obtenir son autorisation à communiquer par courriel, son numéro de dossier, ses langues parlées, ainsi que son statut d'immigration au service d'aide aux Néo-Canadiens pour une demande d'interprétariat. Donc, dans ce dossier, nous avons eu à trancher sur deux questions importantes. D'une part, afin que le consentement au service d'interprétariat soit valide, sommes-nous tenus de traduire le consentement dans d'autres langues que le français? Donc, il nous apparaissait évident que compte tenu du fait que la personne ne comprend pas du tout ou pas suffisamment le français, obtenir son consentement dans cette langue va à l'encontre du critère d'un consentement éclairé. Donc, considérant que la compréhension de la langue est fondamentale à l'acte de consentir, nous avons établi que le consentement devait être traduit. Alors, celui-ci a été traduit dans 10 langues qui sont celles les plus fréquemment parlées par la clientèle d'accompagnement Québec. L'autre aspect, c'est que le MIFI est assujetti au devoir d'exemplarité en vertu de la charte de la langue française. Donc, ce qui implique qu'à moins d'une exception prévue à celle-ci, nous devons exclusivement utiliser le français dans nos communications avec la clientèle. Donc, par conséquent, la deuxième question qui s'est posée à nous est à savoir si le fait de traduire le consentement dans d'autres langues respecte justement l'encadrement légal prévu par la charte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre de services d'accompagnement Québec prévoit l'accès au service, je l'ai dit tout à l'heure, ça prévoit l'accès au service d'agents d'aide à l'intégration, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'étranger ou dès l'arrivée au Québec. Donc, c'est ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'article 22.3 de la Charte prévoit qu'un organisme de l'administration peut déroger au devoir d'exemplarité en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu'il écrit, notamment dans les deux cas suivants.
fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les 6 premiers mois de leur arrivée au Québec et fournir des services à l'extérieur du Québec. Aussi, toute exception permettant d'utiliser une langue autre que le français à l'écrit confère aussi la faculté d'utiliser une autre langue à l'oral. Donc, dans ce contexte, nous sommes arrimés avec le ministère de la langue française afin de nous assurer que la formulation choisie pour obtenir le consentement au service d'interprétariat permette d'une part de remplir notre devoir d'exemplarité et d'autre part de respecter le caractère temporaire de la durée de validité de consentement. Donc, dans le cadre de notre consentement, la personne concernée est bien mise au fait que son consentement demeure valide tant que le service d'interprétariat est nécessaire lors de ses rencontres avec l'agent d'aide à l'intégration et tant qu'elle remplit également les conditions d'admissibilité à ce service. Passons donc maintenant au deuxième second cas pratique. Donc, en bref, le programme des étudiants étrangers au Québec a pour but de sélectionner les ressortissants étrangers qui veulent s'installer au Québec de façon temporaire là, pour étudier dans un établissement d'enseignement québécois. Une demande de sélection temporaire pour études en ligne qui est transmise au ministère, s'il est accepté, mène à la délivrance d'un certificat d'acceptation du Québec ou un CAQ. La délivrance d'un tel CAQ permet donc à cette personne-là de déposer sa demande de permis d'études auprès des autorités fédérales par la suite. Comme nous pouvons le voir dans les articles qui sont reproduits là, partiellement ici, pour ce qui est des personnes mineures de moins de 14 ans, le consentement doit être donné par un titulaire de l'autorité parentale. Ça a été mentionné précédemment également. Pour les personnes mineures de plus de 14 ans, le mineur ou le titulaire de l'autorité parentale peuvent généralement fournir le consentement. Dans le cadre des demandes de sélection temporaire pour études, là, des renseignements doivent être colligés par un formulaire web là, sur des personnes de tous âges, incluant donc des personnes qui ont moins de 14 ou de 17 ans. Donc, un des défis que nous avons eu était d'obtenir le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur dès le début de la collecte des renseignements personnels, et ce seulement lorsque la personne est mineure. Donc, afin de s'assurer qu'un consentement adéquat soit obtenu, la date de naissance de la personne visée est colligée dès le début du processus, ce qui permet de déterminer si la personne est mineure ou non. Lorsque la personne est mineure, celle-ci est informée dès le début que le consentement du titulaire de l'autorité parentale sera nécessaire à la fin du formulaire pour pouvoir soumettre la demande. Initialement, on voulait mettre le consentement dès le début, mais pour des raisons pratiques, on a opté de l'insérer à la fin, avant la soumission de la demande. Le titulaire de l'autorité parentale va devoir donc s'identifier par son nom et sa date de naissance, cocher qu'il consent à la collecte des renseignements personnels qui concernent l'enfant mineur. Également, il doit fournir un acte de l'autorité parentale, par exemple un certificat de naissance ou un jugement. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Donc, je vous dis merci pour votre écoute, puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci, Madame Rodriguez et Monsieur Laberge, pour votre contribution fort édifiante. Chers participants, nous arrivons au terme de ce webinaire et espérons que les règles entourant l'obtention de consentement valide et leur gestion sont plus claires pour vous. Nous espérons également que les interventions de nos invités vous aideront à mettre en œuvre ou à bonifier vos pratiques en la matière. Pour conclure, voici les 6 points clés à retenir. 1. Le consentement constitue un principe fondamental du régime québécois de protection des renseignements personnels. Sauf exception prévue par la loi, une personne doit donner son consentement à la collecte, à l'utilisation et à la communication de ses renseignements personnels. 2. La personne qui donne son consentement doit être apte à consentir. Dans certaines situations particulières, le consentement d'une autre personne est requis pour qu'il soit valide. Par exemple, pour les mineurs de moins de 14 ans ou les majeurs inaptes. Assurez-vous d'obtenir le consentement auprès des personnes aptes à consentir ou autorisées pour autrui. 3. Comme nous l'avons vu avec Xavier, respectez tous les critères de validité du consentement, sans quoi il sera invalide. Par exemple, assurez-vous que le consentement est pertinent et requis. Concevez des parcours appropriés en fonction des situations et du contexte de votre organisme. Certaines dispositions législatives exigent que le consentement soit exprimé de façon expresse lorsqu'il s'agit de renseignements personnels sensibles, sous peine de nullité. Prévoyez ces situations. 4. Respectez vos autres obligations ainsi que les droits des personnes. Par exemple, rédigez vos demandes de consentement en termes simples et clairs
Formulez vos demandes de consentement distinctement de toute autre information communiquée. Prévoyez les possibilités de retrait du consentement si les renseignements personnels recueillis sont facultatifs. 5. Documentez vos pratiques. Par exemple, élaborer des politiques, des procédures et des gabarits à l'attention du personnel et, lorsque nécessaire, consigner les preuves de consentement et leur validité. 6. Formez et écoutez votre personnel. Comme nous l'a recommandé Xavier et comme disait Sébastien et Virginie, c'est une bonne pratique d'élaborer des gabarits, mais il faut tout de même offrir du soutien afin d'éviter les copier-coller qui vont à l'encontre du caractère spécifique d'un consentement valide. Faites donc connaître vos orientations, notez les rétroactions du personnel et adaptez vos pratiques en continu. Dans sa section web consacrée à la protection des renseignements personnels, notre secrétariat propose des aides à la tâche sur le consentement. N'hésitez pas à les consulter, ainsi que les lignes directrices de la Commission d'accès à l'information. Si vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le 11 février prochain pour le 3e et dernier webinaire de notre programmation 2025-2026 qui s'intitule « Sonder de manière éthique et dans le respect de la vie privée ». Si vous n'êtes pas encore inscrit à cet événement, dépêchez-vous car les places sont limitées et s'envolent vite. Un sondage de satisfaction vous sera acheminé rapidement après la présentation. Merci d'y répondre en grand nombre car ce sont vos commentaires qui nous permettront d'améliorer la formule de nos prochains événements. Merci d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui et à très bientôt.